Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis cet après-midi pour écouter M. Ashraf Kamal dans sa soutenance de thèse pour l'obtention du diplôme de docteur d'État en médecine sur le sujet suivant. Le bilan des activités anesthésiques du service de chirurgie maxillofaciale du CHNU Aristide Le Dantec de Dakar sur 4 ans de janvier 2010 à décembre 2013. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur Kamal, je vous prie de nous lire les conclusions de votre travail. La chirurgie maxillofaciale concerne les interventions de la région maxillofaciale qui peuvent regrouper des dysmorphoses crânio-faciales congénitales ou acquises, des pathologies tumorales ou de la traumatologie. Elle est considérée à juste titre comme une anesthésie à haut risque, où les pièges sont nombreux, et réclame à ce titre de la part de l'anesthésiste réanimateur des connaissances spécifiques, un entraînement préalable et une excellente coopération avec le chirurgien puisqu'ils agissent étroitement. Les principaux problèmes auxquels est confronté l'anesthésiste réanimateur sont l'intubation difficile, les contraintes chirurgicales et l'état de la filière pendant la période post-opératoire. Dans ce cadre, nous avions réalisé une étude rétrospective dans le service d'anesthésie-réanimation du Centre hospitalier national universitaire Aristide Le Dantec. Cette étude a concerné la période de janvier 2010 à décembre 2013. Ce travail avait pour but d'évaluer la prise en charge anesthésique des patients ayant bénéficié d'une chirurgie maxillofaciale. Nous avions colligé 248 dossiers. Il s'agissait de 248 patients âgés de 2 mois à 86 ans qui ont bénéficié d'une anesthésie. Le sexe féminin a légèrement prédominé avec un taux de 56,5% et un sexe ratio de 0,77. La moyenne d'âge des patients opérés était de 28,05 ans avec des extrêmes de 2 mois et de 86 ans. La tranche d'âge entre 20 et 40 ans représentait 31% des patients. La population anesthésiée était majoritairement jeune, 20-39 ans, et relativement en bon état général. 83,9% des patients étaient classés ASA 1 et le reste des patients étaient classés ASA 2, soit 16,1%, sans antécédent particulier dans 85% des cas. L'hypertension artérielle était l'antécédent le plus représenté chez 7,26% des patients, suivi du diabète avec 2,82%, de l'ulcère gastrique avec 2,02%. Les antécédents de chirurgie maxillofaciale étaient les plus représentés avec 71,88% des patients, avec des antécédents chirurgicaux de la sphère ORL retrouvés dans 12,5%. Tous les actes anesthésiques étaient réalisés dans un contexte de chirurgie réglée. On notait une bonne ouverture buccale chez 78,6% des patients. Elle était limitée dans 21% et impossible chez un patient. Dans notre série, 43,5% des patients étaient de la classe 1 de mal-empathie. 26,6% étaient de la classe 2, 15,7% de la classe 3 et 5,6% de la classe 4. La classe de mal-empathie n'était pas appréciée chez 8,5% des patients. Au total, l'intubation a été prédite difficile chez 30% des patients. Tous les patients ont bénéficié d'une anesthésie générale. L'induction anesthésique était intraveineuse dans 90,3% des cas et inhalatoire dans 9,7%. Le propofol a été l'hypnotique le plus utilisé à l'induction, soit chez 85,9%. L'allotane a été utilisé dans 9,7% et le thiopental dans 4,4%. Le vécuronium était utilisé chez 54,2% des patients, le suxamétonium chez 45,3% et le pancuronium 0,4%. L'intubation nasotrachéale a été la technique la plus utilisée, 48,79%. L'intubation orotrachéale était pratiquée dans 47,9%. L'intubation était impossible dans 3% des cas où on a eu recours à la trachéotomie. Un packing a été mis en place chez 84% des patients. La chirurgie tumorale était la plus représentée avec 52,55% des patients, suivie de la chirurgie plastique chez 23,86% et de la chirurgie orthopédique chez 18,23% des patients. 6% des patients ont présenté des complications péropératoires hémodynamiques. Parmi ces complications péropératoires hémodynamiques, l'hypotension artérielle était prédominante avec 46,7%. On notait ensuite une bradycardie chez 3 patients, un saignement péropératoire chez 3 patients, une extrasystole ventriculaire chez un patient et une tachycardie chez un patient. Nous n'avons pas noté de complications respiratoires durant la période péropératoire.
La durée moyenne de la chirurgie était de 148 minutes avec une minimale de 10 minutes et une durée maximale de 520 minutes. La durée moyenne de l'anesthésie était de 170 minutes, soit 2 heures 50 minutes, avec une minimale de 20 minutes et une maximale de 570 minutes, soit 9 heures 30 minutes. La prise en charge de la douleur post-opératoire était très hétérogène chez les sujets de moins de 2 ans. Seule l'association paracétamol-acidiniflumique était prescrite. Entre 2 et 20 ans, la prescription de paracétamol et acidiniflumique prédominait, 67,6%. Entre 20 et 40 ans, paracétamol et néfopam prédominaient avec 50%. Entre 40 et 60 ans, la prescription de paracétamol et néfopam prédominait avec 71,4%. Chez les sujets de plus de 60 ans, seule l'association paracétamol et néfopam était prescrite. Les patients ont été admis en salle de surveillance post-interventionnelle dans 98,4% des cas et 1,6% en réanimation. Aucun décès n'a été enregistré. 2% des patients ont présenté des complications post-opératoires. Le saignement était la complication post-opératoire la plus représentée dans 60% des cas. Les incidents post-opératoires suivants ont été notés. Une suppuration du site opératoire dans 50% des cas, une dysplasie fibreuse dans 25%, une récidive tumorale avec envahissement ganglionnaire dans 12,5% des cas et une reprise de l'intervention pour une cause non précisée dans 12,5% des cas. Cette anesthésie est en développement dans nos structures et sa qualité est d'un niveau encourageant, en dépit du faible effectif en médecins anesthésistes. Des mesures correctives destinées aux insuffisances constatées devraient permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge. Afin de renforcer les mesures de sécurité anesthésique dans le service de chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Aristide Le Dantec, nous formulons les recommandations suivantes. Créer une unité de réanimation dans le service de chirurgie maxillofaciale pour optimiser la prise en charge des patients nécessitant le transfert en réanimation. Intégrer la chirurgie maxillofaciale dans les services de chirurgie pédiatrique par la spécialisation d'un médecin qui sera affecté à ce service. Une plus forte mobilisation de médecins anesthésistes dans le recrutement serait opportune. Sensibiliser les autorités de la santé en faisant des rapports sur les conséquences pour la santé publique du manque de matériel, comme par exemple les revers du recours quasi automatique à la trachéotomie. Bien entendu, il faudra assurer un suivi récurrent. L'informatisation des dossiers médicaux et de la saisie des données en pré-, per- et post-opératoire pourrait participer à l'amélioration de la qualité et de la systématicité du recueil d'informations. Une sensibilisation des équipes d'anesthésie au recueil complet et professionnel des informations peut d'ores et déjà être intensifiée afin d'améliorer la qualité de prise en charge des situations difficiles futures. Nous notifions par écrit toute prédiction de difficultés d'intubation, ainsi que la remise aux patients d'un certificat d'intubation difficile. Mettre en place un protocole de prise en charge de la douleur post-opératoire en chirurgie maxillofaciale. Assurer une formation spécifique et continue aux techniques de prise en charge des voies aériennes et des situations d'intubation difficiles. Équiper de façon adéquate les salles de réveil. Assurer la présence d'un chariot regroupant le matériel utile pour une intubation difficile, à proximité de tout site d'anesthésie. Son emplacement doit être reconnu de tous et clairement identifié. La vérification régulière du matériel est indispensable. Équiper le service d'anesthésie en fibroscope. J'en ai fini, Madame la Présidente. À présent, je donne la parole à votre maître et directrice de thèse, le professeur Marie-Diop Ndoye. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Kamal Ashraf, je vous remercie parce que vous me permettez de retrouver des personnes qui me sont chères, le professeur Elisabeth Diouf, qui est la présidente du jury, qui est un maître, une sœur, qui a guidé mes premiers pas en anesthésie-réanimation et qui a continué à m'assister et à me soutenir durant tout mon assistanat, mais aussi, surtout lors de la préparation du concours d'agrégation. Et c'est quelqu'un, donc je saisis toujours ces occasions pour lui témoigner de ma gratitude, lui rendre un vibrant hommage et lui, en tout cas, lui souligner aussi toute mon intention, tout mon engagement à travailler à ses côtés pour le bon développement de notre spécialité. Et on connaît tous les efforts majeurs qu'elle ne cesse de faire pour cette spécialité au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Ici ajoute aujourd'hui le diplôme de médecine d'urgence
qui est aujourd'hui en train de se développer. Vous me permettez aussi de retrouver un maître, mais aussi un frère, le professeur Oumar Kane, lui aussi qui est connu pour ses qualités, ses nombreuses qualités professionnelles, sa rigueur scientifique, son goût du travail bien fait, mais aussi ses qualités personnelles. Personnellement, j'ai eu à beaucoup profiter de son soutien, de ses guides et de ses encouragements. Et c'est aujourd'hui aussi une occasion pour lui témoigner toute ma sympathie et toute l'estime que j'ai pour lui. Je vous remercie aussi parce que vous m'associez à ce jury de travail. Mieux, vous avez accepté de faire un travail sous ma direction. Ce travail est aujourd'hui en train d'être soutenu. Et pour ça, je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de prendre ce sujet, de travailler avec moi dans des conditions que nous connaissons, nous tous. Je vais revenir sur tout ça. C'est un sujet qui est intéressant, qui nous passionne tous en tant qu'anesthésistes réanimateurs, parce que tout simplement, elle n'est pas rare. Vous avez une belle cohorte de plus de 200 malades. Hein. C'est une intervention chirurgicale qui n'est pas rare, mais surtout, c'est une intervention chirurgicale, en tout cas, qui nécessite une anesthésie qui interpelle encore plus cette spécialité. Donc, c'est une anesthésie à risque majeur, surtout sur le plan respiratoire, mais aussi donc les autres complications qui sont survenues reflètent vraiment toute la lourdeur dans la prise en charge de ces patients. Nous avons voulu centrer ce travail sur la gestion de la respiration en période préopératoire, en période péropératoire, mais aussi en période post-opératoire, en insistant sur l'évaluation des critères d'intubation difficile, qui est un gros problème chez ces sujets, parce que tout simplement, cette pathologie concerne la partie céphalique, plus précisément, en général, le pharynx, la bouche. Et donc, ce sont des structures qui sont directement concernées donc, dans la gestion de la liberté des voies respiratoires chez ces malades. Le second point qui fait que cette prise en charge est difficile, c'est lié à la cause de ces maladies dominées par les tumeurs. On sait qu'une tumeur va prendre donc du volume au niveau de la bouche, essentiellement, et limiter encore les chances d'exposition des voies aériennes supérieures. L'autre problème est lié au fait qu'il s'agit d'une intervention chirurgicale de la tête et du cou, et donc l'anesthésiste a difficilement accès à ces voies respiratoires, alors que ce système, donc cette respiration, doit être surveillée strictement pendant toute la période péropératoire. Vous avez accepté de faire ce travail et vous avez apporté beaucoup d'informations. Ça a été difficile parce que je considère que c'est un travail un sujet qui est, entre guillemets, neuf. Je pense que c'est la première fois qu'on présente un travail qui concerne strictement la prise en charge anesthésique de ce genre de patients. On a eu à présenter des travaux sur la prise en charge spécifiquement pour certaines pathologies, notamment la prise en charge des fistules, des fentes labiopalatines. Moi-même, j'ai eu à publier des travaux sur cette question. Nous avons aussi eu à publier dans le service des sujets, des articles donc, qui intéressaient surtout la traumatologie maxillofaciale, mais prendre en charge cette question de façon exhaustive, je pense que c'est une première, et ce qui a surtout rendu donc le travail en quelque sorte un peu plus difficile. La deuxième limite est liée à votre statut. Vous venez de commencer la spécialisation et vous acceptez de faire un travail sur un sujet de spécialité.
sujet de spécialité, c'est un sujet d'anesthésie-réanimation, mais aussi une spécialité chirurgicale. Et donc tout ceci fait que c'est un travail qui était difficile, mais qu'on a su quand même suivre avec beaucoup d'intérêt, qu'on a pu encadrer avec beaucoup d'intérêt. Vous avez apporté beaucoup d'informations, notamment sur les... Je ne reviens pas sur les rappels. Hein. Je pense que les rappels permettent de comprendre aisément la suite du travail, avec vraiment l'évaluation de l'intubation, des critères d'intubation qui est bien faite, la gestion péropératoire aussi qui est bien rappelée, mais aussi la gestion post-opératoire des voies respiratoires. Vous avez rappelé les pathologies les plus souvent concernées, et c'est surtout dans la deuxième partie qu'on a des informations intéressantes qui concernent les types de chirurgie qui sont le plus concernés, qui concernent aussi les terrains, les sujets qui sont le plus souvent opérés, et on a noté une hétérogénéité donc, par rapport au terrain, ce qui rend encore la prise en charge, la gestion sur le plan anesthésique est donc plus difficile. On a ce problème de spécificité de terrain. Vous avez surtout relaté les difficultés qu'on a eu à rencontrer dans la gestion des fiches d'anesthésie de ces malades. Il s'agit d'une étude rétrospective et vous avez montré que la gestion des fiches d'anesthésie, en tout cas, pouvait être améliorée pour avoir donc, dans l'avenir, à l'exploitation des dossiers, des informations beaucoup plus précises, notamment sur le plan de l'évaluation des critères d'intubation difficile, mais aussi sur la prise en charge péropératoire. On n'a pas trouvé, par exemple, je donne un exemple, l'évaluation, la classification de Cormac n'a pas été utilisée en péropératoire. Vous avez aussi montré que c'est une prise en charge qui est améliorée, mais aussi qui est assez satisfaisante. Malgré les conditions de travail, c'est une structure qui ne dispose pas de médecins spécialistes en anesthésie-réanimation. La distance entre les deux services, elle est longue, mais l'organisation est faite de sorte qu'aujourd'hui, nous avons eu à gérer ces malades avec le minimum de complications. Surtout sur le plan respiratoire, nous n'avons pas noté de complications périopératoires. L'autre limite est liée à la disponibilité de certains matériaux pour la gestion de ces malades. Le recours à la trachéotomie, qui est assez facile et qui pouvait être peut-être réduit si certains matériaux étaient disponibles. Donc vous avez fait des recommandations dans ce sens, et ce sont des recommandations qui devront aider à améliorer le plateau technique, à relever le plateau technique pour une meilleure prise en charge de ces malades. Donc c'est un travail, je ne vais pas apporter beaucoup de critiques, je vais noter juste, je vais peut-être insister sur certains petits problèmes que j'ai retrouvés encore dans le document final. C'est l'utilisation du temps des verbes au niveau du travail personnel, de la partie résultat en tout cas. Je vois encore des verbes qui sont conjugués au présent, ce qu'il faudra rapidement corriger avant l'élaboration du document final. J'ai noté aussi quelques redondances des tableaux et des textes qui sont utilisés, qui pouvaient ne pas être utilisés en même temps. Le contenu des textes relatait exactement les tableaux, alors que en général, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est surtout de mettre un tableau et de donner les grandes lignes du tableau sous forme de texte.
quelques problèmes de forme dans la numérotation. Là aussi, on va apporter certaines corrections. Je ne vais pas être juge et partie. Je pense que je vais laisser l'honneur à mes maîtres d'apporter des contributions pour l'amélioration de ce travail. En tout cas, c'est un travail que j'ai eu à superviser, à diriger, avec beaucoup de plaisir, même si au début c'était un peu difficile, je l'avoue. Mais je pense que ce qui vous a sauvé, il ne faut pas le regretter, c'est quand vous avez démarré la spécialité d'anesthésie-réanimation, je pense que vous vous êtes rapidement ressaisi et vous avez compris rapidement que vous entamez, en tout cas, une spécialité qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. Et je pense que depuis ce moment, voilà, vous avez suivi les conseils et vous avez apporté des corrections appropriées, en tout cas aux différents problèmes qu'on a eu à poser. Donc moi, je suis satisfaite du travail, même si, en tout cas, si on pouvait l'améliorer encore beaucoup plus, si on disposait de plus de temps, mais je suis satisfaite. Je suis satisfaite du travail. C'est un travail, à mon avis, en tout cas, qui a apporté beaucoup d'informations et qui va être certainement beaucoup utilisé dans l'avenir pour d'autres travaux dans ce domaine. Encore une fois, je vous remercie pour ça et vous félicite. Je vous félicite. Je vous ai connu, j'ai appris à vous connaître et j'ai pu apprécier vos qualités. Vous êtes un garçon très jeune, mais qui sait ce qu'il veut. Un garçon discipliné, même si vous êtes parfois têtu, mais c'est parce que tout simplement vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas hésité, en tout cas, à nous bousculer, entre guillemets, pour vraiment mener à bien ce travail. Et d'autres qualités, c'est des qualités humaines. Vous êtes très courtois, vous êtes respectueux, vous êtes discipliné. Donc ça aussi, c'est une qualité de taille pour un médecin, surtout un anesthésiste réanimateur. L'organisation dans le travail, j'ai pu apprendre, en tout cas, j'ai pu quand même découvrir certaines ces qualités chez vous. Et tout ceci, vous le devez à vos parents qui vous ont bien éduqué, qui vous ont poussé aujourd'hui jusqu'à ce niveau. Et nous leur remercions. Nous leur souhaitons vraiment beaucoup, une longue vie pour pouvoir profiter de ce fruit aujourd'hui qui nous honore tous. Il me reste à vous souhaiter une belle carrière, d'abord une belle carrière médicale, mais aussi une belle carrière de spécialité. Et je n'ai pas de doute, je suis sûre que vous allez être un bon médecin, vous allez être aussi un bon spécialiste en anesthésie-réanimation. Et que mes vœux les meilleurs vous accompagnent. J'en ai fini, Madame la Présidente. Merci. Votre maître, le professeur Marie Diop Ndoye, directrice de thèse, ne vous a pas posé de questions. Comme elle l'a dit, elle ne peut pas être juge et partie. Elle a quand même argumenté le travail en rappelant l'intérêt de ce travail et les difficultés que vous avez eu à rencontrer et toutes les informations que vous avez pu apporter. Donc, je vous donne la parole si vous avez quelques mots à lui adresser. Merci, Madame la Présidente. À notre maître et directeur de thèse, Madame le professeur Marie Diop Ndoye. Vous avez spontanément accepté de diriger ce travail et vous avez fait preuve de beaucoup de disponibilité. Votre compétence et votre gentillesse ont contribué à la réalisation de ce travail. Votre dévouement à votre profession, votre rigueur scientifique et modestie forcent notre admiration. Veuillez accepter, cher maître, nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour l'aide précieuse que vous avez accordée pour réaliser ce travail. Par ailleurs, notre maître et juge nous a fait quelques remarques et suggestions que nous prendrons en compte dans l'élaboration du document final. J'en ai fini, Madame la Présidente. Donc, je donne la parole à votre maître et juge, le professeur Oumar Kane. Merci, Madame la Présidente. Je
profite donc de l'occasion pour remercier M. Ashraf Kamal qui me donne cette opportunité de siéger à ce jury de thèse à côté de deux sœurs amies. D'abord, le professeur Elisabeth Diouf, qui est notre grande sœur à nous tous, qui est aussi le chef du département d'anesthésie-réanimation. Et j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'estime pour elle. Elle a beaucoup contribué à notre formation. C'est une personne qui est pleine de qualités humaines et de qualités scientifiques. Et je profite aussi de l'occasion pour la féliciter pour tous les efforts qu'elle fait pour la formation des médecins dans le cadre du DS, donc du diplôme d'études spéciales en anesthésie-réanimation, la formation des infirmiers anesthésistes, mais aussi la formation des médecins aussi dans le cadre du DU de médecine d'urgence. Et je profiterai toujours de l'occasion pour lui dire toute ma disponibilité pour travailler à ses côtés, pour pouvoir faire face, en tout cas, à tous les défis qui nous attendent dans notre domaine, qui est l'anesthésie-réanimation. C'est aussi un plaisir de me retrouver à côté d'une autre sœur, professeure Marie Diop Ndoye. C'est une sœur pour laquelle aussi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. Elle est pleine de qualités humaines et de qualités scientifiques. Elle est actuellement la référente en matière d'anesthésie pédiatrique. Et nous sommes très fiers du travail qu'elle fait au niveau du centre Albert Royer à Fannes, dans le cadre donc, de ses activités en anesthésie au niveau du service de chirurgie pédiatrique. Je profite de l'occasion pour lui renouveler toute mon amitié et toute ma sympathie. Je reviens un peu sur votre travail, qui est un travail qui est très, très intéressant. Je pense que votre directrice de thèse a campé la question. Ces patients qui bénéficient d'une chirurgie maxillofaciale posent énormément de problèmes respiratoires, donc la gestion des voies aériennes supérieures, que ce soit au bloc opératoire après l'induction, donc les problèmes d'intubation, vous l'avez évoqué, vous avez eu des cas d'intubation difficiles. Il y a même des patients qui ont eu à bénéficier de trachéotomie parce que l'intubation était jugée pratiquement impossible. Mais aussi la gestion post-opératoire de ces patients qui ont la plupart du temps des difficultés respiratoires. Je pense que c'est ressorti dans votre travail. Nous allons passer en revue le document pour voir un peu ce que vous nous avez présenté. Et j'ai quelques suggestions et quelques recommandations à faire par rapport au travail. Il y a quelques erreurs, il y a quelques fautes. Je pense que c'est lié à la précipitation. Donc après, vous viendrez, on verra ensemble, parce qu'effectivement, il y a des fautes qu'il va falloir corriger pour améliorer la qualité du travail. Et là, déjà, au niveau du sommaire, ça, c'est une erreur de forme. Je pense qu'il faut régler ça définitivement. Au niveau de la deuxième partie, vous mettez deuxième partie, notre étude. Après, premièrement, c'est le cadre de l'étude. Deuxièmement, malade et méthode, au niveau du sommaire. Deuxièmement, malade et méthode. Troisièmement, résultat. Quatrièmement, c'est commentaire. D'accord? Le commentaire ne peut pas être comme deuxième partie, parce que le commentaire fait partie de votre travail personnel. D'accord? Donc, il faut corriger ça rapidement. Et à la page 15, aussi, il y a, concernant les critères prédictifs de ventilation au masque difficile, et en bas, vous mettez au niveau du chapitre suivant les critères prédictifs d'une ventilation impossible. Je pense qu'il faut préciser au masque. Hein, c'est une ventilation au masque qui peut être difficile ou qui peut être impossible. Et à la page 46, les complications post-opératoires. Dans ces complications post-opératoires que vous avez citées, ce sont des complications qui sont rencontrées essentiellement à la salle de réveil. Donc, c'est des complications tout à fait en post-op immédiat. Et donc, il va falloir le préciser, ce sont des complications post-opératoires au niveau de la salle de soins post-interventionnels. Parce que c'est différent des complications que vous allez avoir à la sortie de cette salle de réveil, donc soit en hospitalisation ou en réanimation. À la page 50, c'est toujours dans le cadre de l'étude, les locaux et les infrastructures. Vous avez dit effectivement que l'unité de réanimation comporte 12 lits.
12 lits, je pense, c'est dans le passé. Actuellement, il y a moins de 12 lits. Je pense, si je ne me trompe, c'est 6 et 2 lits. Ça fait 8 lits de réanimation. Dans les résultats, à la page 56, effectivement, les verbes, il faut les mettre au passé. Ça, je pense que votre directrice l'a souligné tout à l'heure. Mais aussi, il y a une faute qui revient très souvent, c'est sexe ratio. Sexe ratio, il n'y a pas de E. Sexe, c'est en anglais, sexe ratio. Il n'y a pas de E au niveau de sexe. À la page 60, là aussi, c'est dans l'évaluation préopératoire. Ce qui a manqué un peu dans cette évaluation préopératoire, c'est le profil clinique des patients. D'autant plus, c'est des patients qui avaient des antécédents quand même un peu particuliers. Il y avait des hypertendus, il y avait des diabétiques, il y avait des asthmatiques. Il faut au moins donner leur profil clinique, leur état cardiovasculaire, et ainsi de suite. Parce que là, vous donnez rapidement, dans l'évaluation, vous ne parlez que de l'évaluation en vue de l'anesthésie, notamment cette évaluation qui recherche l'intubation difficile. Alors que l'évaluation, c'est d'abord l'évaluation clinique, et puis après, ces examens viennent après. À la page suivante, 61, les tableaux, vous avez mis tableau 4A et 4B, non? Vous mettez 4 et 5, d'accord? Il ne peut pas y avoir 4A, 4B, c'est 4 et 5. À la page 62, là, ce sont les morphiniques que vous avez utilisés à l'induction. Vous dites que tous les patients avaient reçu un morphinique à l'induction. J'ai mis lequel? Il faut le préciser. C'est quel morphinique? Il faut le préciser. Ça va être une question. C'est une question. Quel morphinique? Toujours à la page 62, la trachéotomie a été réalisée, donc toujours dans le chapitre, disons le chapitre suivant, répartition des patients selon le type d'intubation. À la 3e ligne, la trachéotomie a été réalisée dans 3,23% des cas. Je pense qu'il faut préciser pourquoi il y a eu cette trachéotomie. Est-ce que c'est une trachéotomie programmée? Ou bien c'est une trachéotomie qui a été faite en urgence parce qu'il y a eu une intubation difficile. Je pense que c'est important de le préciser. Ça permettra un peu de voir, ça permet d'apprécier ce que vous avez fait au bloc opératoire. Là aussi, à la page 63, c'est la répartition des patients selon les produits anesthésiques utilisés pendant l'entretien. Vous dites que tous les patients ont reçu de l'allotane à l'entretien. Parmi eux, 42,34% ont reçu d'autres produits associés. J'ai mis combien? Parce que combien ont reçu curare seul, combien ont reçu hypnotique seul, ou bien hypnotique et morphinique? Vous voyez, il faut préciser. Parce que c'est un travail, ce sont des résultats. Les résultats doivent être précis. Il ne peut pas y avoir d'à peu près. À la page 64, là, par contre, je suis un peu resté sur ma fin, concernant les complications péropératoires, notamment les complications hémodynamiques. Vous dites que vous avez eu des complications hémodynamiques à type d'hypotension, bradycardie, saignement, extrasystole, tachycardie. Mais il faut toujours dire ce que vous avez fait face à ces complications. Est-ce que vous avez mis des amines? Est-ce que vous avez rempli? Combien ont été remplis? Combien ont reçu d'amines? Combien ont été transfusés? Même si après vous parlez de la transfusion, je pense que c'est important ici déjà de parler de la prise en charge de ces patients. Parce que ce sont des situations qu'on rencontre très fréquemment dans ce type de chirurgie et c'est bien de préciser ce que vous avez fait. À la page 66, c'est toujours dans le cas de la transfusion. Vous dites que les patients ont été transfusés dans 10,9% des cas. Il faut préciser, transfusion isogroupe isorésus. Parce que parfois, en cas d'urgence, on peut être amené à utiliser une transfusion qui ne soit pas isogroupe isorésus. Mais il faut préciser, si c'est isogroupe isorésus, préciser isogroupe isorésus. À la page 67, là aussi, ce sont les admissions en réanimation. Vous avez 4 patients qui ont été admis en réanimation, soit 1,6% de votre effectif. Mais on ne voit pas les motifs de transfert de ces patients en réanimation. Est-ce que c'est un retard de réveil? Est-ce que c'était des troubles hémodynamiques majeurs? Est-ce que c'était une détresse respiratoire importante qui avait donc motivé l'admission de ces patients en réanimation? Je pense qu'il faut revoir les dossiers, essayer de préciser ces informations qui, à mon avis, sont très importantes. Et à la page 91, dans les références bibliographiques, la référence 4, la référence 4, il y a juste le titre, mais je pense que vous avez oublié de mettre la référence
de mettre la référence exacte. Il n'y a pas de référence, c'est juste le titre qui est là. Donc, il va falloir ajouter la référence. Donc, voilà, ces remarques ne font qu'améliorer la qualité du travail. Je pense que, comme votre directrice de thèse l'a dit tout à l'heure, c'est un travail qui est très bien fait et qui va être consulté certainement par beaucoup de praticiens. Donc, il va falloir essayer de l'améliorer, en tout cas de le parfaire au mieux. Et je vous félicite de l'avoir mené vraiment très bien, de l'avoir bien mené. Je félicite aussi votre co-directeur de thèse, Pape Alassane Leye, pour le soutien qu'il vous a apporté. Et je félicite la directrice de thèse, professeur Marie Diop Ndoye. On la connaît tous, donc on n'est pas surpris d'avoir un travail d'aussi grande facture. Et je vous connais très bien, vous êtes en stage dans mon service à l'hôpital Fann. Et je peux dire que je suis vraiment satisfait de ce que vous faites comme travail. Vous êtes un étudiant très, très disponible, très courtois, comme l'a dit déjà le professeur Marie Diop Ndoye. Vous êtes très proche des malades et surtout vous êtes avide de connaissances, de savoir. Vous avez une curiosité intellectuelle qui est très intéressante, ce qui fait que sans doute vous ferez vraiment un très bon médecin et surtout un bon médecin anesthésiste. Vous commencez une carrière et je vous souhaite vraiment de la terminer de la manière la plus brillante possible. Et je félicite vos parents qui vous ont donné cette éducation, qui vous ont soutenu jusque-là. Et je formulerai des vœux en vous souhaitant vraiment une carrière professionnelle très bien réussie et une vie de famille très heureuse. J'en ai fini, Madame la Présidente. Merci, professeur Kane.